Hey, salut tout le monde, c'était dit. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai dit en vidéo que j'allais pas lire le Moriol. Bah, j'ai menti. Voilà, le Moriol de Guy de Maupassant pour ce quart d'heure de lecture. C'est parti. Les premiers baigneurs, les matinaux déjà sortis de l'eau, se promenaient à pas lents, de par deux ou solitaires, sous les grands arbres, le long des ruisseaux qui descendaient des gorges d'Enval. D'autres arrivaient du village, en entrant dans l'établissement d'un art pressé. C'était un grand bâtiment, dont le rez-de-chaussée demeurait réservé au traitement thermal, tandis que le premier étage servait de casino, café et salle de billard. Depuis que le docteur Bonnefille avait découvert dans le fond d'Enval la grande source, baptisée par lui Source Bonnefille, quelques propriétaires du pays et des environs, spéculateurs timides, s'étaient décidés à construire, au milieu de ce superbe vallon d'Auvergne, sauvage et gai pourtant, planté de noyers et de châtaigniers géants, une vaste maison à tout usage servant également pour la guérison et pour le plaisir, où l'on vendait en bas de l'eau minérale, des douches et des bains, en haut des bocs, des liqueurs et de la musique. On avait enclos une partie du ravin, du long du ruisseau, pour constituer le parc indispensable à toute ville d'eau. On avait tracé 3 allées, une presque droite et 2 autres en feston. On avait fait jaillir, au bout de la première, une source artificielle détachée de la source principale et qui bouillonnait dans une grande cuvette de ciment. Abritée par un toit de paille, sous le garde une femme impassible que tout le monde appelait familièrement Marie. Cette calme auvergnate, coiffée d'un petit bonnet toujours bien blanc et presque entièrement couverte par un large tablier toujours bien propre qui cachait sa robe de service, se levait avec lenteur dès qu'elle apercevait dans le chemin un baigneur s'en venait vers elle. L'ayant reconnu, elle choisissait son verre dans une petite armoire mobile et vitrée, puis elle l'emplissait doucement au moyen d'une écuelle d'un zinc emmanché au bout du bâton. Le baigneur, triste, souriait, buvait, rendait le verre en disant « Merci Marie », puis se retournait, s'en allait. Et Marie se rasseyait sur sa chaise de paille pour attendre le suivant. Ils n'étaient pas nombreux d'ailleurs. Depuis 6 années seulement, la maison d'Enval était ouverte aux malades et ne comptait guère plus de clients. Après ces 6 années d'exercice, au début de la première, ils venaient là une quinzaine, attirés par la beauté du pays, par le charme de ce petit village noyé sous des arbres énormes dont les troncs tordus semblaient aussi gros que des maisons, et par la réputation des gorges, de ce bout de vallon étrange, ouvert sur la grande plaine d'Auvergne, et finissant brusquement au pied de la haute montagne, de la montagne hérissée d'anciens cratères, finissant dans une crevasse sauvage et superbe, pleine de rocs éboulés ou menaçants, où coule un ruisseau qui cascade sur des pierres géantes et forme un petit lac devant chacune. Cette station thermale avait commencé comme elles commencent toutes, par une brochure du docteur Bonnefille sur sa source. Il débutait en vantant les séductions alpestres du pays, en style majestueux et sentimental. Il n'avait pris que des adjectifs de choix de luxe, ceux qui ont fait des faits sans rien dire. Tous les environs étaient pittoresques, remplis de sites grandioses avec des paysages d'une gracieuse intimité. Toutes les promenades les plus proches possédaient un remarquable cachet d'originalité propre à frapper l'esprit des artistes et des touristes. Puis, brusquement, sans transition, il était tombé dans les qualités thérapeutiques de la source Bonnefille. Bicarbonatée, sodique, mixte, acidulée, litinée, sérigineuse, etc. Et capable de guérir toutes les maladies. Il les avait d'ailleurs énumérées sous ce titre. Affection chronique ou aiguë, spécialement tributaire d'Enval. Et la liste était longue de ces affections tributaires d'Enval. Longue, variée, consolante pour toutes les catégories de maladies.
La brochure se terminait par ces renseignements utiles de vie pratique. Prix des logements, des denrées, des hôtels. Car 3 hôtels avaient surgi en même temps que l'établissement. Casino médical. C'était le Splendide Hôtel, tout neuf, construit sur le versant de Vallon, dominant les bains. L'Hôtel des Thermes, ancienne auberge replâtrée, et l'Hôtel Vidalet. On met tout simplement pour l'achat de 3 maisons voisines qui étaient perforées afin d'en faire une nouvelle. Puis d'un coup, 2 médecins nouveaux s'étaient trouvés installés dans le pays. Un matin, sans qu'on sût bien comment, ils étaient venus, car les médecins dans les vides d'eau semblaient sortir de source, à la façon des bulles de gaz. C'était le docteur Honora, un Auvergnat, et le docteur Laton de Paris. Une haine farouche avait éclaté aussitôt entre les deux, entre le docteur Laton et le docteur Bonnefille, tandis que le docteur Honora, gros homme propre et bien rasé, souriant et souple, avait tendu sa main droite au premier, sa main gauche au second, et demeurait en bon terme avec les deux. Mais le docteur Bonnefille dominait la situation par son titre d'inspecteur des eaux et de l'établissement thermal d'Enval-les-Bains. Ce titre était sa force, et l'établissement sa chose. Il y passait des jours, on disait même des nuits. 100 fois dans la matinée, il allait de sa maison, toute proche, dans le village, à son cabinet de consultation installé à droite, à l'entrée du couloir. Embusqué là, comme une araignée dans sa toile, il guettait les allées et venues des malades, surveillant les siens d'un œil sévère et ceux des autres d'un œil furieux. Il interpellait tout le monde, presque à la façon d'un capitaine en mer, et il terrifiait les nouveaux venus, à moins qu'il ne les fît sourire. Comme il arrivait ce jour-là d'un pas rapide, qui laissait voltiger à la façon de 2 ailes vastes basques de sa vieille redingote, il fut arrêté net par une voix qui criait « Docteur !» Il se retourna. Sa figure maigre, ridée de grands plis mauvais, dont le fond semblait noir, salie par une barbe grisâtre rarement coupée. Il fit un effort pour sourire, et il enleva son chapeau de soie, de forme haute, râpé, taché, graisseux, dont il couvrait sa longue chevelure poivre et sale, disait son rival, le docteur Laton. Puis il fit un pas, s'inclina et murmura « Bonjour, monsieur le marquis, vous allez bien ce matin ?» Un petit homme très soigné, le marquis de Ravenel, tendit la main au médecin et répondit « Très bien, docteur. Très bien, ou du moins pas mal. Je trouve toujours des reins, mais enfin, je vais mieux, beaucoup mieux. Et j'en suis encore qu'à mon 10e bain. L'année dernière, j'en ai obtenu des faits qu'au 16e. Vous en souvenez ? Oui, parfaitement. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Ma fille est arrivée ce matin, et je désire vous entretenir à son sujet. Tout d'abord, parce que mon gendre, monsieur Adermatt, William Adermatt, le banquier, oui, je sais. Mon gendre a une lettre de recommandation pour le docteur Laton. Moi, je n'ai confiance qu'en vous, et je vous prie de bien vouloir me montrer jusqu'à l'hôtel. Avant, vous comprenez, j'ai mieux aimé vous dire les choses franchement. Êtes-vous libre à présent ? Le docteur Bonnefille s'était couvert, très ému, très inquiet, il répondit aussitôt. Oui, je suis libre tout de suite. Voulez-vous que je vous accompagne ? Mais certainement. En tournant le dos à l'établissement, ils montèrent à pas rapide d'une allée arrondie qui conduisait à la porte du splendide hôtel, construit sur la pente de la montagne pour offrir de la vue aux voyageurs. Au premier étage, ils pénétrèrent dans le salon, attenant aux chambres des familles de Ravenel et Andermatt. Et le marquis laissa seul le médecin pour aller chercher sa fille. Il revint avec elle presque aussitôt. C'était une jeune femme blonde, petite, pâle, très jolie, dont les traits ressemblaient à une enfant, tandis que l'œil bleu, hardiment fixé, jetait aux gens un regard résolu qui donnait un attrait charmant et une fermeté singulière, caractère à cette mignonne et fine personne. Elle n'avait pas grand-chose, de vagues malaises, des tristesses, des crises de larmes sans cause, des colères sans raison, de l'anémie, enfin. Elle désirait surtout un enfant, attendant en vain depuis 2 ans qu'elle était mariée. Le docteur Bonnefille
affirma que les eaux d'Enval seraient souveraines et écrivait aussitôt ses prescriptions. Elle avait toujours l'aspect redoutable d'un réquisitoire. Sur une grande feuille blanche du papier à écolier, ses ordonnances s'étalaient par nombreuses paragraphes de 2 ou 3 lignes chacune, d'une écriture rageuse, hérissée de lettres pareilles à des points. Et les potions, les pilules, les poudres qu'on devait prendre à chaque, le matin, le midi ou le soir, se suivaient avec des airs féroces. On croyait lire, attendu que M. X est atteint d'une maladie chronique, incurable et mortelle, il prendra petit 1 du sulfate de quinine qui le rendra sourd et lui fera perdre la mémoire. Petit 2 du bromure de potassium qui lui détruira l'estomac, affaiblira toutes ses facultés, lui couvrira de boutons et fera fétide son haleine. Petit 3 de l'hydrure de potassium ainsi qui desséchera toutes les glandes sécrétantes de son individu, celle du cerveau comme les autres. Il laissera un peu de temps, aussi impuissant qu'imbécile. Petit 4. Du salicylate de soude, dont les effets curatifs ne sont pas encore prouvés, mais qui semblent conduire à une mort foudroyante et prompte le remède traité par ce remède. Et, curcuma, du chloral qui rend fou, de la belladone qui attaque les yeux, de toutes les solutions végétales, de toutes les compositions minérales qui corrompent le sang, rougent les organes, mangent les os et se font périr dans les médicaments ceux que la maladie épargne. Il écrivit longtemps sur le recto et le verso, puis signa comme aurait fait un magistrat pour un arrêt capital. La femme, assise en face de lui, le regarda avec une envie de rire qui révéla le coin de ses lèvres. Dès qu'il fut sorti, après un grand salut, il prit le papier dans ses dents, en fit une boule, puis le jeta dans la cheminée. Et, riant enfin de tout son cœur, « Oh, père, as-tu découvert ce fossile? Mais il a tout à fait l'air d'un chaud d'habit. Oh, c'est bien de toi, Axel, de déterrer les médecins d'avant la Révolution. Oh, qu'il est drôle et sale. Ah oui, sale. Vrai, je crois qu'il a taché mon porte-plume. » La porte s'ouvrit. On entendit la voix de M. Andermatt qui disait « Entrez, docteur !» Et le docteur Latone parut. Droit, mince, correct, sans âge, vêtu d'un veston élégant, et tenant à la main le haut de chapeau de soie qui distingue le médecin traitant dans la plupart des stations thermales de Vernon. Le médecin parisien, sans barbe ni moustache, ressemblait à un acteur de villégiature. Le marquis interdit ne savait pas dire ni que faire, tandis que sa fille avait l'air de tousser dans son mouchoir pour ne pas éclater de rire au nez du nouveau venu. Il salua avec assurance et s'assit sur un signe de la jeune femme. M. Andermatt, qui le suivait, lui raconta avec minutie la situation de sa femme, ses indispositions avec leurs symptômes. L'opinion des médecins consultés à Paris, suivie de sa propre opinion appuyée sur des raisons spéciales exprimées en termes techniques. C'était un homme encore très jeune, un juif, faiseur d'affaires. Il en faisait de toutes sortes et s'attendait à toutes choses, avec une souplesse d'esprit, une rapidité de pénétration, une sûreté de jugement tout à fait merveilleuse. Un peu gros déjà pour sa taille qui n'était pas haute. Joufflu, chauve, l'air poupard, les mains grasses, les cuisses courtes. Il avait l'air trop frais et malsain, et parlait avec une facilité étourdissante. Il avait épousé par adresse la fille du marquis de Ravenel pour entendre ses spéculations dans un monde qui n'était pas le sien. Le marquis, d'ailleurs, possédait environ 30 000 francs de revenus, et 2 enfants seulement. Mais M. Andermatt, en se mariant, avait de 30 ans à peine tenait déjà 5 ou 6 millions. Il en avait semé de quoi en récolter 10 ou 12. M. Dravenel, homme indécis, résolu, changeant et faible, repoussa d'abord avec colère
Les ouvertures qu'on lui faisait pour cette union, s'indignant à la pensée de voir de sa jeune Aélite, une Israélienne. Et voilà, c'est tout pour ce quart d'heure de lecture. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire. C'était Teddy. Salut!